merci beaucoup de m'avoir invité pour ce colloque sur le logement, un domaine sur lequel j'ai beaucoup travaillé durant les années où j'ai été à la fois doctorante, post-doctorante et puis ingénieure de recherche au CNRS. Même si j'ai travaillé plutôt sur le XXe siècle, cette intervention, cette arrivée de l'État dans la question du logement est un des points qui m'a intéressée. Alors cette question du logement que vous avez choisi de traiter dans ce colloque est un sujet qui reste crucial dans la vie des Français, comme en témoignent d'ailleurs les mouvements de revendication actuels auxquels il est difficile de ne pas penser, puisqu'on essaye, j'imagine tous ici, de les comprendre. Et je trouve ça très intéressant de noter que, même s'ils n'en parlent pas de façon directe, les revendications qu'on entend aujourd'hui ont des liens avec la question du logement à deux égards. D'une part, en ce qui concerne sa localisation, d'où ces questions de transport, mais aussi en ce qui concerne son coût, qui est une des grosses charges qui pèsent aujourd'hui sur les foyers les plus modestes. Et je vais prendre un exemple. Si on prend le quart des foyers les moins riches en France, qu'il s'agisse des locataires du secteur privé ou des accédants à la propriété, ils consacrent en gros entre 40 et 48% de leurs revenus au logement, tout compris. Tout compris, ça veut dire avec aussi le gaz, l'électricité, etc. Mais donc c'est une charge énorme. Et cette charge, pour les locataires du secteur social, et c'est là où j'en reviens à notre sujet d'aujourd'hui, cette charge est ramenée à seulement 27% quand ils sont locataires dans le secteur social. Donc on voit bien à quel point l'intervention de l'État dans le domaine du logement est quelque chose qui est très important, qui compte énormément dans les revenus et dans la vie quotidienne des Français. Or, cette intervention de l'État, qui nous paraît aujourd'hui une évidence, n'était absolument pas évidente et a mis beaucoup de temps à s'imposer. On serait aujourd'hui dans les années 1860, qu'on ne se poserait même pas la question de savoir si l'État doit intervenir. Ça serait même une non-question, ça serait une chose impossible à penser. Pour un Français au XIXe siècle, l'idée que l'État s'occupe du logement en dehors de la réglementation sur la salubrité aurait été une aberration et le logement était de toute évidence une affaire privée, mais comme l'étaient de nombreux domaines. Et à ce point-là, il ne faut pas faire d'anachronisme. De nombreux domaines au XIXe siècle échappent totalement à l'intervention étatique. Et je voudrais rappeler, pour qu'on ne fasse vraiment pas d'anachronisme, que jusqu'à la guerre de 14-18, l'État n'est pas du tout l'État que nous connaissons aujourd'hui. De la Révolution jusqu'à la fin du XIXe siècle, le budget de l'État, c'est en gros 10-12% de la production nationale. Ça s'accélère un peu après 1870, mais ça reste très faible. Aujourd'hui, pour comparaison, la valeur des dépenses publiques au sens large, c'est à peu près la moitié de la richesse nationale. Donc on voit bien cette expansion du domaine de l'État, et il faut avoir ça en tête quand on veut comprendre les débuts de l'intervention dans le logement. C'est-à-dire que ça commence à un moment où vraiment l'État intervient peu dans les politiques sociales. Et l'État lui-même est alors une petite machine comparée à ce qu'il est aujourd'hui. Il y a bien sûr des ministères, guerre, finances, trésor, commerce, intérieur, justice, l'instruction au début du XIXe siècle, l'agriculture dans les années 81, mais je rappelle qu'il n'y a pas de ministère du Travail, par exemple, qui va naître seulement en 1906, qu'il n'y a pas de ministère de la Santé qui n'est créé qu'en 1920. Donc vous voyez bien qu'on est dans un cadre très différent du cadre qu'on connaît, et que cette grande invention du XXe siècle qui a consisté à assurer les risques sociaux, la maladie, la retraite, le chômage, avec aujourd'hui environ un tiers du PIB qui est redistribué dans ces différentes formes, n'existe pas à ce moment-là. Donc il faut vraiment se mettre en tête ce moment-là particulier avant l'arrivée des grands systèmes de protection sociale qu'on connaît aujourd'hui. Alors maintenant que j'ai fait cette petite mise en garde, si on peut dire, pour qu'on retrouve dans quel état d'esprit on est à ce moment-là, je vais faire donc un point sur ce qu'est le logement ouvrier à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où va être adoptée la première loi sur le logement social qui date de 1894, la loi Siegfried du 30 novembre 1894. Alors je fais un focus sur le logement des ouvriers parce que c'est pour ces ouvriers et pour ces employés que vont naître les politiques publiques de logement. La définition qui est donnée dans la première loi donc de 1894, c'est de s'adresser à, je cite, les ouvriers et employés vivant principalement de leur travail. Donc c'est vraiment la catégorie qui est visée. Ces ouvriers en ville ne sont jamais propriétaires. C'est un premier point, là aussi, qu'il faut rappeler.
en fait, il y a très peu de propriétaires en ville. Aujourd'hui, nous sommes devenus une nation de propriétaires. Ça n'était absolument pas le cas. Pour que vous fassiez une idée, le département de la Seine, c'est-à-dire qui correspond aujourd'hui à Paris et aux communes limitrophes de Paris, en 1908, compte 5% d'habitants propriétaires. Tout simplement parce que la copropriété n'existe pas. La copropriété est inventée dans les années suivantes, en 1938, puis par une deuxième loi de 1965. Donc il n'existe pas de possibilité de posséder un bout d'immeuble. Et donc en général, on a un propriétaire de l'immeuble qui souvent d'ailleurs loue à un locataire principal qui lui-même sous-loue les différents logements à l'intérieur, ce qui change beaucoup les données du logement. Et le problème, c'est que les petits immeubles pour ouvriers ne sont pas rentables, peu rentables, et les ouvriers s'entassent donc dans un logement qui est rarement rénové, rarement remis en état, avec un très fort turnover. Et les récits du XIXe siècle sont tout à fait édifiants sur des conditions de vie de très mauvaise qualité dans ces logements en immeuble. On sait par exemple par plusieurs enquêtes, dont l'enquête parlementaire de 1884 sur les conditions de vie ouvrières. Et ces rapports montrent l'exiguïté, l'entassement, l'insalubrité, l'humidité, la saleté, etc. Donc des conditions très dures. Et cette crise va s'amplifier après la guerre de 14 à cause à la fois des destructions et des difficultés économiques qui vont faire que le marché de la construction immobilière est en panne au lendemain de la guerre. Je tiens à rappeler aussi à ce sujet que si les mouvements ouvriers, syndicaux et politiques se sont peu emparés à l'époque de la question du logement, ils sont assez silencieux sur la question, et notamment parce qu'ils sont assez gênés par la question de la propriété, qui n'est pas une catégorie révolutionnaire. Les ouvriers, eux, sont tout à fait conscients des conditions de vie misérables et ils en souffrent absolument. Et donc le mythe qu'on a d'ouvriers indifférents à leur logement, qui mèneraient leur vie à l'extérieur, dans l'espace public, est en partie une construction dont on sait aujourd'hui qu'elle est fausse et que l'attention portée à l'intérieur des logements était très grande. Donc on a quelques organismes caritatifs ou philanthropiques qui vont tenter de construire des logements salubres pour ouvriers à la fin du XIXe siècle. Par exemple, la Fondation Rothschild à Paris, mais c'est une voie qui va rester très limitée, il y aura peu de construction. Donc ça, c'est pour la question des villes. Et de l'autre côté, on a aussi le monde des usines qui se sont pour beaucoup développées dans des zones non urbanisées, tout simplement parce qu'elles se sont installées là où il y avait de la matière première ou de l'énergie, charbon, fer, à partir de la fin du XIXe siècle aussi, hydroélectricité dans les usines des Alpes. Et cette question du logement dans ces zones rurales est prise en partie, mais seulement en partie, par les employeurs. Alors pourquoi ils prennent en charge le logement de leurs ouvriers? Tout simplement parce que c'est une nécessité pour produire. On a de nombreux témoignages. En 1857, par exemple, un gérant des mines de Blanzy le dit, je le cite, « Pour augmenter les chiffres de vente et par conséquent celui de l'extraction, il faut accroître le nombre d'ouvriers, ce qui implique la nécessité de construire de nouveaux logements. » Et on retrouve exactement les mêmes réflexions 50 ans plus tard, juste après la guerre de 14, chez le directeur des mines de Lens, donc des mines de charbon. C'est de 12 000 à 15 000 logements qu'il nous faudra bâtir si nous voulons aux mines de Lens faire la même extraction qu'avant-guerre. Donc pour le patronat, loger ses ouvriers, c'est tout simplement la condition nécessaire à pouvoir produire et rentabiliser ses usines. Et le patronat va agir dans ce domaine dans une très grande diversité de formes. On a souvent en tête les corons qu'a décrit Zola, mais c'est une forme très particulière et qui n'est pas du tout la forme la plus générale du logement ouvrier. En réalité, le but du patronat, c'est que ces ouvriers soient logés, quelle que soit la façon dont c'est fait, et que ce soit logé au coût le moins lourd pour l'entreprise. Donc on a des solutions tout à fait multiples et tout à fait dépendantes des conditions locales. On peut encourager les ouvriers à se loger sur place en prenant des chambres chez l'habitant. On peut encourager une petite promotion immobilière avec des prêts. On peut construire soi-même des logements qu'on mettra à disposition de ces ouvriers selon différentes modalités, ou bien essayer de leur fournir à la vente, bien que ce soit assez rare. Et pour vous donner une idée de la variété des formes et du fait que le coron n'est pas la forme principale de l'intervention patronale, on a du mal à avoir des chiffres exacts du logement patronal, mais je m'étais servi d'une enquête faite en 1925 et on voyait qu'une cité sur 5, une cité patronale sur 5 comportait moins de 20 logements. Donc vous voyez des interventions souvent très ponctuelles, ça peut être 3 immeubles, 5 maisons, enfin donc voilà à quoi ressemble l'initiative patronale.
Le patronat ne loge jamais toute sa main-d'œuvre. Il y a toujours une partie qui est logée dans le parc privé, donc ça n'est jamais exhaustif. Et puis, il a une politique extrêmement différenciée en fonction de la main-d'œuvre dont il s'agit. Donc, par exemple, dans les usines hydroélectriques des Alpes, le manœuvre italien immigré qui franchit la frontière, vient travailler quelques mois et retourne pour les moissons chez lui, va être logé à minima, souvent dans des dortoirs de très mauvaise qualité. En revanche, l'ouvrier qualifié ou le contremaître, surtout dans des périodes de pression où la croissance est forte et donc on peine à recruter des personnes qualifiées, lui, va faire l'objet d'une grande attention. On va lui construire des logements de meilleure qualité en essayant de le stabiliser. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a les catégories supérieures. Par exemple, les ingénieurs en chef des mines doivent être logés très correctement si on veut arriver à les stabiliser dans des zones non urbanisées. Et ils ont là droit à des attentions très grandes. Si je prends l'exemple des mines d'Auboué au début du XXe siècle, les catégories supérieures et intermédiaires représentent un tout petit peu plus de 2% du personnel, mais on dépense pour eux un quart des dépenses de logement. Et donc, il ne faut pas les oublier. Le patronat ne loge pas que les catégories ouvrières, il peut loger des personnes qui appartiennent à l'ensemble de la hiérarchie professionnelle. Alors, ce logement patronal est techniquement fourni pour la durée du contrat de travail. Donc ça s'interrompt dès que le contrat de travail s'interrompt. Et il y a très peu d'exemples d'accession à la propriété. On a souvent mis l'accent sur ces cas, comme les Schneider au Creusot, qui vont tenter de permettre à leurs ouvriers d'acquérir leur petit logement. En fait, ce sont des formes marginales. Et même lorsqu'elles sont proposées, les ouvriers ont beaucoup de mal à arriver au bout du processus, ne serait-ce que parce que le travail n'est pas protégé. Il n'y a pas de préavis de licenciement. On peut être renvoyé très facilement. Et donc, parvenir à payer durant 20, 25, 30 ans un logement, c'est quasiment peine perdue. Donc, ce sont des formes, en fait, assez marginales. Et pourtant, c'est précisément cette question de la propriété qui va pousser l'État à intervenir. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant revenir. Lorsque l'État intervient à la fin du XIXe siècle, donc par la première loi de 1894, ce n'est pas du tout une chose, comme je l'ai dit, qui est évidente. On n'est pas dans un moment de grande intervention en matière de politique sociale. Et d'ailleurs, quelques années plus tôt, l'un des militants du logement social, Georges Picot, le dit explicitement, je le cite, et pourtant c'est un militant qui va être très associé au mouvement des habitations à bon marché, donc qui s'implique dans la question. Donc en 85, donc quasiment 10 ans avant la première loi, il explique « L'État ne peut corriger la misère, ne peut modifier les prix des loyers, se substituer aux propriétaires pour offrir aux ouvriers des logements sains. S'il entrait dans cette voie, il se ruinerait. » Donc on n'est pas du tout dans un état d'esprit d'intervention. Et il précise « Seule l'initiative privée doit remédier aux maux causés par les logements étroits et insalubres. » Et s'il y a quand même une loi qui est mise en place, elle est prise non pas tant en question de l'insalubrité des logements, même si bien sûr c'est une des raisons d'intervenir, mais à cause de ce qu'on appelle alors la question sociale, qui est le problème numéro 1 de l'époque. Je sais que c'est un peu absurde de faire des comparaisons, mais il faut penser ça un peu comme on pense aujourd'hui le réchauffement climatique. C'est-à-dire que c'est la question qui s'impose, la question dont on parle et la question qui mobilise, cette question sociale qui est née de la révolution industrielle, du bouleversement des sociétés que cette révolution industrielle a entraîné, l'urbanisation croissante, le passage d'un monde rural à un monde urbain, d'un monde de l'autoconsommation à la consommation de masse et des bouleversements avec une très forte misère ouvrière. On en a très peur à la fois pour des raisons politiques, on a peur des révolutions, on a peur du socialisme, de l'anarchisme, on a peur des conséquences sociales, alcoolisme, prostitution, inceste, problèmes de santé, épidémies, etc. Donc bref, on est très mobilisé autour de cette question. Et pour tenter d'y répondre, ce qu'on va essayer de trouver, c'est des solutions pour stabiliser les ouvriers, leur donner plus de sécurité dans la vie et leur permettre d'avoir des parcours plus protégés. Le moment où est votée la loi de 1894, c'est aussi l'époque, cette tournant autour de 1900, où sont adoptés plusieurs autres types de textes, notamment la loi sur les accidents du travail en 1898, et on voit aussi la création du ministère du Travail, je l'ai dit, en 1906, et la loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de mesures qui sont prises à ce moment-là. C'est là-dedans que s'inscrit cette intervention sur le logement. Et le logement va être pensé comme une forme de protection sociale. Je vais citer en 1912 Léon Bourgeois, qui est ministre du Travail à l'époque, et qui le dit « C'est sous le nom de question du taudis que ce sujet, le logement, est devenu familier à tous ceux qui, dans ce pays et ailleurs, s'occupent non pas seulement du problème particulier du logement,
mais du problème général de l'assurance contre tous les maux sociaux. Voilà, le logement fait partie de cette lutte contre tous les maux sociaux. Et dans ce monde où il n'existe ni assurance maladie, ni assurance chômage, ni quasi-retraite, sauf pour des cas très particuliers, l'idée, c'est que sortir de la misère, ça passe par la prévoyance, cet art de prévoir ce qui va arriver et de prendre de sages mesures. En gros, ça veut dire économiser pour ses vieux jours. Et vous savez que les caisses d'épargne sont alors, depuis un certain temps, en place, même si elles ne répondent absolument pas à leur objectif. Elles sont utilisées tout à fait autrement par les ouvriers, mais elles ont pour but, à l'origine, de permettre aux ouvriers de mettre de l'argent de côté pour leurs vieux jours. Et à partir de cette question de prévoyance, on passe à une étape supérieure, ce qu'on appelle la prévoyance sociale, qui est l'idée que l'effort individuel est soutenu par une aide de l'État. Donc l'ouvrier doit mettre de côté pour ses vieux jours, pour les coups durs, mais avec l'aide des pouvoirs publics. Et c'est à ça que répond la première loi sur le logement social, qui a pour but d'aider les ouvriers à devenir propriétaires de petits logements, grâce à des crédits à taux réduits et des exemptions fiscales, donc grâce à un coup de pouce de l'État. Et ça leur permettra à la fois d'avoir un logement salubre, mais d'avoir un toit sur leur tête pour leurs vieux jours et un petit patrimoine en cas de coup dur. Et d'ailleurs, on voit bien que cette loi sur le logement social, dont j'avais étudié les parcours dans l'administration centrale, ce qui est toujours très intéressant de voir à quoi on rattache un nouveau domaine, était en permanence rattachée à la direction de la prévoyance sociale. Donc vraiment, c'était considéré comme une des formes de la prévoyance sociale. Et la propriété est vraiment le maître mot des politiques de l'État jusqu'à la loi Loucheur en 1928, même si des locations vont exister, notamment dans les offices municipaux, parce que dans les villes, justement, on ne peut pas faire de propriété, puisqu'il n'y a pas de copropriété, donc on va accepter la location. Mais la location est vraiment un pis-aller. Le centre de l'intervention de l'État, c'est l'accession à la propriété. Mon chronomètre s'étant arrêté, je ne sais pas combien de temps il me reste. D'accord, parfait. Ce qui est très intéressant, c'est que quand cette loi en 1894 est adoptée, et elle va ensuite donner lieu à des lois successives dans le temps, c'est l'attente immense qu'elle provoque. Et on le voit bien quand on regarde les offices d'habitation à bon marché qui sont créés à Paris et dans la Seine. Donc là, je parle de ces offices, donc cette particularité des grandes villes qui ont eu le droit de construire des logements destinés à la location. C'est marginal, c'est considéré comme un pis-aller, mais ça existe. Et quand on étudie les archives de la préfecture, on s'aperçoit de l'intensité et de l'importance des demandes qui sont faites par la population pour obtenir des logements. Pourtant, lorsque les offices sont créés en 1912, il ne se passe rien parce que la guerre arrive et donc aucun programme ne sort de terre. Et les premiers programmes commenceront à sortir de terre en 1920, mais les lettres arrivent déjà à la préfecture de police. Donc on voit à la préfecture de Paris. Par exemple, en 1918, une personne dit « J'ai entendu parler que vous auriez bientôt à votre disposition un grand nombre de logements à bon marché. Pourrais-je avoir des informations ?» Donc les gens ne savent pas trop ce que c'est que ce programme, mais on sent bien une attente tellement forte qu'ils se préparent à profiter de cette nouveauté de l'intervention publique. En 1917, une veuve, pareil, écrit à la préfecture et elle explique « Il y a des rats chez moi, j'ai mon linge mangé, j'ai mon armoire endommagée par les rats, je ne vis plus. J'ai une de mes filles qui a été mordue à la main. Je suis des familles nombreuses, sous-entendu, je suis mère de familles nombreuses. Et comme je sais que l'on construit des petits logements pour familles nombreuses, je voudrais une chambre, une cuisine, ou alors une chambre toute seule. Vous pouvez venir faire une enquête à ce sujet. Je travaille à la gare de l'Est et je suis de repos jeudi 21 juin. Donc on voit comme ça toutes ces lettres qui arrivent avec des gens qui ne savent pas trop ce que c'est que ce programme, mais qui voudraient pouvoir en bénéficier. Beaucoup de ces gens qui vont attendre, qui vont espérer avoir un logement, en fait, sont des catégories professionnelles intermédiaires. Ce n'est pas du tout les plus pauvres. Ce sont des chefs d'atelier, des comptables, des employés, des gardiens de la paix, des typographes, des cheminots. Donc vraiment ces classes moyennes inférieures qui n'arrivent pas à trouver des logements salubres en ville. Et l'attente est si grande que dans les archives de l'Office public des HLM d'Ivry, que j'avais pu observer, pour les 41 premiers logements qui sortent de terre, on sait que les numéros de dossier montent jusqu'au numéro 501. Et on est au tout début de l'histoire du logement social. Donc vous voyez que l'encombrement dans les listes d'attente, ce n'est pas du tout une chose récente, c'est là depuis le début. Alors, en faisant ce court rappel, je voulais montrer ce changement qui a lieu et qui me paraît être vraiment le cadre dans lequel s'inscrit cette journée sur l'initiative privée et l'intervention publique, qui est vraiment qu'on passe au XIXe siècle d'un moment où le logement est vraiment totalement une affaire privée. Dans la première moitié du XXe siècle, l'État se met à intervenir, peu. On construit à peu près, tout confondu,
aide de l'État, logement locatif, accession à la propriété, environ 500 000 logements. C'est très dur à comptabiliser, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur. Et par comparaison, durant les 30 Glorieuses, dans les années où on construit le plus, on construit 500 000 logements par an. Donc vous voyez le décalage. Et donc la grande accélération va se faire dans les 30 Glorieuses. Et puis ensuite, avec un passage qui va être qu'on va plutôt délaisser la construction et à l'inverse, plutôt aider par des aides au logement les personnes à se loger. Aujourd'hui, au XXIe siècle, environ un Français sur 6 est logé dans un organisme de logement social. À peu près 10 millions de personnes. Donc vous voyez l'ampleur que ça a pris en un siècle. Et environ 6 millions de personnes bénéficient d'une aide au logement, donc une aide pour le paiement de leur loyer. Et donc c'est ce logement devenu une affaire publique qui est au cœur des travaux d'aujourd'hui, et avec de nombreuses pistes et de nombreuses interrogations qui sont sous-tendues, que j'imagine mes collègues vont explorer tel que j'ai vu le programme, et parmi lesquelles je citerai seulement quelques questions pour conclure. Ces questions qui vont émerger vont être d'abord de savoir qui paye cette politique. C'est une question qui, dès le départ, est vraiment cruciale. Est-ce que l'État va le payer entièrement? Est-ce qu'il va se reposer sur une promotion privée qu'il va soutenir, par exemple, par des exemptions et des prêts à taux réduits? Est-ce qu'il va se reposer sur le patronat? Et on sait que ça a été une des voies prises qui a abouti en 1953 au vote du 1% logement, qui obligeait le patronat à consacrer 1% de la masse salariale à la construction de logements. L'autre grande question, c'est de savoir qui va en bénéficier. Donc là, on n'est plus du tout dans le registre patronal qui est de loger la main-d'œuvre pour travailler, mais dans les logiques de l'État qui ne sont pas les mêmes. Et à l'origine, les premiers programmes de logement vont être destinés essentiellement aux familles nombreuses, parce qu'on est dans une période nataliste d'encouragement à la famille. Et encourager la famille, ça veut dire que d'autres publics ne sont pas du tout perçus comme des publics possibles des logements. Je pense aux personnes âgées qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, font partie des plus mal logées en France. Donc vous avez beaucoup de personnes âgées qui vivent dans des logements sans eau courante, sans toilette. Et ça n'est pas un problème parce que personne ne les voit, en fait. Donc il va falloir du temps pour que ces nouveaux publics émergent. Une autre question, enfin, va être est-ce qu'il faut construire ou aider les personnes à construire elles-mêmes et à payer leur loyer? Donc c'est tout le basculement entre l'aide à la pierre et l'aide à la personne qui se fait dans les 70. Et enfin, ça va être les questions des normes de salubrité, d'hygiène et d'urbanisme qui vont être développées par l'État pour obtenir un logement de bonne qualité. Donc on voit qu'en intervenant dans la question du logement, beaucoup de questions intermédiaires vont devoir être traitées par les pouvoirs publics. Voilà, je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps et ne pas empiéter sur la suite. Et je laisse la parole à mon collègue.